parce qu'on peut bien apporter des visions et des théories, mais maintenant, on a beaucoup parmi nous qui sont des jeunes enseignants, mais je pense que la problématique, n'est-ce pas, s'installe autant chez les jeunes enseignants que chez ce qu'on appelle des chevronnés. On connaît sûrement, avec nos expériences, plein d'enseignants chevronnés qui ont encore des problèmes de gestion des classes. Alors, Marcel, je vais venir avec toi. Comment, d'après toi, quelles sont tes expériences? Comment tu gères ta classe? Comment tu gères ta classe? Je pense que c'est Boris qui l'a dit tout à l'heure. La gestion de classe implique la communauté de l'enfant, ça veut dire les parents. Alors moi, je vais juste dire ce que j'ai mis en place depuis plusieurs années et qui a vraiment bien fonctionné dans ma classe. Excellent. Je n'hésiterai pas à dire qu'on doit connaître nos élèves, mais nous devons nous connaître nous aussi. Peut-être que ce que je vais dire ce soir va être très difficile pour certains enseignants, peut-être impossible à faire pour d'autres enseignants, et puis ça va être peut-être quelque chose qui n'est rien pour certains enseignants, parce que nous avons aussi tous nos personnalités. Il ne faut pas l'oublier, moi je suis une personne kinesthésique, qui bouge beaucoup, qui doit manipuler, Alors moi, ce que je faisais, Ceci dit, ne pensez pas que quand ma première année d'enseignement, j'ai fait ce dont je suis en train de parler. Hein. J'ai eu mes défis. J'ai eu mes défis ma première année d'enseignement, mais très, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, la gestion de classe ne s'improvise pas. Elle se planifie. Elle se planifie. Il faut avoir un objectif derrière, il faut penser aux résultats que nous aimerons avoir. Il faut rêver comment on voudrait voir sa classe pour mettre certaines choses en place. Alors, ce que moi, j'ai commencé à faire à un moment donné, quand j'ai compris, ce que je faisais, c'est que la journée pédagogique avant la rentrée, quand j'avais ma liste de classe, je prenais le soin d'appeler les parents, avant même que je connaisse leurs enfants. Je prenais le temps d'appeler chaque parent pour lui demander les forces et les besoins de son enfant. Mais ce n'était pas seulement de l'enfant. Je prenais aussi contact avec le parent. Je me présentais, je leur disais que j'étais l'enseignant de leur enfant. Ça faisait déjà, la première chose que je suis en train de faire ici, c'est tisser un lien avec les parents. Donc, quand l'élève arrive maintenant, la première chose, je prenais beaucoup de temps avant de commencer l'enseignement. Je comprends que les nouveaux enseignants aient la pression du curriculum, il faut enseigner, il y a des activités qu'il faut faire à la rentrée. Mon conseil scolaire, par exemple, il y a des activités bien précises qu'ils aimeraient que les enseignants mettent en place. Heureusement, maintenant, ces activités convergent beaucoup avec le bien-être et puis connaître ses élèves. Alors moi, quand mes élèves arrivaient, la première chose que je faisais, c'était de créer un lien avec mes élèves. Pour moi, c'est crucial. Créer un lien, mettre les règles en place tout de suite. Je leur disais ce que j'attendais, quelles étaient mes attentes. Et je discutais avec eux, je mettais en place des choses. Je ne leur imposais pas les règles de classe. Je n'imposais pas les règles de classe à mes élèves. J'avais une discussion avec mes élèves. Je leur demandais comment ils pensaient que notre classe pourrait fonctionner. Et je prenais toutes les idées. D'accord? Je prends toutes les idées, on note tout et ensuite on sélectionne comment nous allons fonctionner dans la classe. Cependant, j'apprenais toujours à mes élèves que le respect, je leur demandais toujours, par exemple, qui est-ce que tu penses que tu dois respecter en premier? Et très souvent, ils me disaient, oh, mais toi, madame, mon papa, non. Je leur ai dit non. La première personne que tu dois respecter dans ta vie, la toute première, c'est toi-même. Je conscientisais mes élèves à savoir que le mauvais comportement que tu pourrais avoir et en pensant que c'est à madame que tu ce n'est pas moi que tu manques de respect. Tu te manques de respect à toi. Donc, je conscientisais beaucoup mes élèves. Il y avait des discussions, on discutait de tout. Je suis arrivée à un moment où je n'avais plus de tableau de comportement dans ma classe. Je n'avais pas de punition, je ne punissais pas mes élèves. D'accord? Mais les conséquences étaient naturelles. C'est-à-dire que si tu casses un verre, si tu craches dans la classe, tu nettoies. Si tu casses quelque chose dans la classe, tu balayes, on ne va pas chercher le concierge, c'est toi qui le fais. Les conséquences étaient naturelles
le mensonge n'était pas permis, par exemple, parce que si tu me disais, si tu avais fait quelque chose et que tu m'en parlais, ou que je posais la question et que tu me dis, madame, c'est moi qui l'ai fait, on en parle et on passe dessus, pas de punition. Mais par contre, si je découvre que tu m'as menti, elle va avoir des conséquences en lien avec ce que tu as fait. Je ne connais pas mes élèves pendant la récréation, sauf quand c'était une conséquence naturelle. Et la conséquence naturelle, c'était le travail. Tu ne l'as pas fait, il faut que tu le termines parce qu'on va commencer autre chose, alors tu restes pour le terminer. Moi, il faut démontrer, il faut obtenir l'engagement de l'élève à adopter un meilleur comportement. Il faut leur poser des questions. Par exemple, quand ils vont avoir un comportement qui ne rentre pas avec les règles de la classe, je pose la question de lui demander pendant combien de temps tu penses que tu as besoin de faire ce que tu es en train de faire. Vous allez voir l'élève qui s'arrête et qui me regarde. D'accord? Donc, il commence à se poser des questions. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas. Alors, je lui dis, va faire, je leur parle toujours en termes de comportement attendu. Alors, par exemple, je ne dis pas à l'élève, ne marche pas, ou ne pas. Je lui dis, marche. C'est ce que j'attends. Dans ma gestion de classe, je me suis beaucoup améliorée, beaucoup. Ce dont je parle, ce n'est pas des choses que j'ai commencé à faire comme ça. Ça prend du temps, ça prend à connaître ses élèves, ça prend à bâtir une relation avec ses élèves, à démontrer sa confiance en la capacité de changer de l'élève, surtout pour nos élèves en difficulté. Il faut avoir un langage encourageant, un langage positif, un langage constructeur avec les élèves. Pas de critique. Il ne faut pas critiquer les élèves parce que les enfants, c'est des, comment dirais-je, ils rêvent, ils disent des choses et puis parfois, quand nous intervenons d'une manière qui n'est pas la bonne, on les bloque et puis ça devient un autre problème. Moi, je pense qu'il faut avoir de belles discussions avec les élèves. Vous allez voir qu'avec vos élèves, vous pensez que certaines problématiques, ils ne sont pas capables de les gérer. Même quand vous avez un élève en difficulté dans la classe, avoir une discussion avec les autres élèves, par exemple, dans ma classe, on était là en apprentissage. Et moi, ils savaient que je n'avais pas non plus réponse à tout. Ça ne veut pas dire que sur 30 questions qu'ils vont me poser, je vais leur, sur 29, je vais leur dire, je te reviens. Non. Mais ce que je leur disais est que j'apprends aussi de vous. Il y a des choses que je ne connais pas, il y a des choses que vous faites chez vous, il y a des professions que vos parents font, dont je n'ai aucune connaissance, dont je n'ai aucune notion. Et si vous partagez des choses dans la salle de classe, j'apprends aussi de vous. Donc, une façon de leur dire que nous avons tous nos faiblesses et nous avons aussi des forces. Donc, allez toujours chercher les forces, même chez notre élève qui a des difficultés, de comportement, qui a des difficultés, qui a des besoins d'apprentissage. La règle dans la classe était qu'on ne se moque pas. On ne se moque pas. Une mauvaise réponse, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et je félicite toujours l'élève qui a levé sa main et qui a donné une réponse qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Alors, les règles étaient très claires, établies avec les élèves. C'est des discussions d'attentes élevées. Il faut avoir des attentes élevées avec ses élèves. Il faut parler des choses avec les élèves parce que les élèves, souvent, les comportements sont dus au fait que les élèves ne savent pas ce qui se passe. Il y a un élève qui est là, qui a des difficultés, soit Madame Priso avec lui tout le temps, soit il y a une personne qui vient l'aider dans la classe. Bref, les élèves ne comprennent pas pourquoi et ils commencent à se faire des images, avoir des comportements qui tendent qu'est-ce que je veux dire, à manquer de respect à l'autre, à le rabaisser, était interdit dans ma classe. Vraiment interdit. Et les élèves vivaient avec ça. Et sans difficulté, sans rien, sans difficulté aucune, parce que les règles étaient très claires, les règles avaient été faites avec les élèves et on partageait tout. Puis quand ils arrivaient, qu'il arrivait qu'il y avait un comportement qui pouvait paraître, qui n'avait pas été prévu, on en parle, on en parle en groupe et
on trouve une solution. Mais on ne punit pas, on ne met pas de côté celui qui demande un mauvais comportement. Ce que moi j'encourage aussi beaucoup, c'est d'ignorer les comportements qui dérangent parfois parce que ceci, les enfants que nous avons dans nos classes, ce n'est pas des images, hein? Ce n'est pas des images qu'on va placer là et puis ça va bien passer. Et on a des élèves qui ont des besoins de comportement. On peut les ignorer, il faut mettre des choses en place pour ces élèves-là. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres choses à dire. Oui. Oui, je ne voulais pas t'interrompre, mais je vois qu'il y a dans ce que tu viens de nous dire vraiment un conseil vers le dialogue avec les élèves et la relation avec les élèves. Et je vais directement enchaîner avec Boris, je vais lui demander comment créer une relation avec les élèves. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous donner tes stratégies? Comment est-ce que tu as pu créer des relations avec les élèves? Créer la relation avec les élèves, c'est comment nous accueillons nos élèves le matin. Moi, j'établis un contact individuel avec chacun de mes élèves avec le mot « bonjour ». Comment tu vas? La réponse de mon élève est comme mon thermomètre. Quand l'élève répond avec un engouement, je comprends que celui-ci, ça va. Mais quand l'élève qui a l'habitude de répondre avec engouement ne répond même pas à mon bonjour ou répond du fond de la gorge, je sais que celui-là n'est pas dans la même assiette tous les jours. Devant ma porte, j'accueille mes élèves et de façon différente tous les jours. C'est un high five. Quand il y a des jours où c'est avec le high five, avec la main. Parfois, le high five, c'est avec le pied. Mais je trouve toujours quelque chose qui va permettre à mes élèves de comprendre qu'on a lancé une nouvelle journée. C'est entre les cours, ça peut, même entre les cours, je suis à ma porte pour accueillir mes élèves et ça me permet d'avoir le thermomètre de chacun de mes élèves. La co-construction des critères est aussi très importante, Marcel l'a dit. Donc, permettre aux élèves d'établir ensemble avec vous ce qui est acceptable ou non dans votre salle de classe, c'est très important. Et je m'amuse souvent à dire à un élève, si je te demande de faire quelque chose, tu as le droit de dire que tu ne dois pas le faire. Mais tu viens de gagner la chance de répondre à 2 questions. Pourquoi tu ne peux pas le faire au moment où je te dis? Et quand est-ce que tu penses que tu seras capable de le faire? Ces 2 questions sont très importantes. Pourquoi tu ne veux pas le faire maintenant? Et quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le faire? Parce que dans mes salles de classe, il est interdit à mes élèves, et je me l'interdis moi-même dans ma vie, de dire que je ne suis pas capable. Le mot « je ne suis pas capable » n'est pas possible dans ma salle de classe. Le fait de leur faire un speech sur le fonctionnement du cerveau, certains m'appellent « monsieur la science du cerveau ». Parce que je dis à mes élèves au début de l'année, mon cerveau, c'est mon meilleur ami. Si je dis à mon cerveau que je ne suis pas capable, il travaille pour que je ne sois pas capable. Mais si je dis à mon cerveau, aide-moi, j'ai un peu de difficulté, il produit l'énergie dont tu as besoin pour que tu sois peut-être capable ou que tu trouves les ressources qui vont te rendre capable. J'utilise beaucoup les stratégies des différents centres d'apprentissage dans ma salle de classe. Ceux qui sont kinesthésiques, Marcel l'a dit, je suis obligé de mettre des activités en mouvement parce qu'il apprend quand il voit des choses en mouvement. Ceux qui sont visuels, il a besoin de voir quelque chose qui construit la notion dans son cerveau. Et ceux qui sont auditifs ont besoin d'entendre un son qui rappelle à leur cerveau la notion. Excuse-moi, Boris, mais est-ce que c'est pas justement à ce moment de vouloir établir les groupes d'élèves où les enseignants ont plus de problèmes? Parce que les enseignants prennent souvent ces phases comme les phases de jeu et c'est là où on va voir un élève sauter, aller faire ceci, aller faire cela. Comment est-ce qu'on peut stabiliser la classe en essayant de faire des groupes? Parce que si tu nous aides ici en nous donnant des stratégies, n'est-ce pas, gagnantes, comment est-ce que tu arrives? Même le jeu, Hervé, doit être organisé. Même dans un jeu, il y a un ordre. Alors, si l'élève a l'impression qu'il est en train de jouer, mais il est en train d'apprendre, c'est qu'on a organisé le jeu. Okay. Je vous prends un petit exemple.
Enseignement, 7e année, comment je calcule le périmètre d'un cercle. Vous écrivez la formule au tableau. L'élève qui est kinesthésique, vous n'avez qu'à expliquer 15 fois. Il n'a pas compris comment on calcule le périmètre d'un cercle. Vous mettez un élève au centre de votre salle de classe. Vous demandez à la classe -1 d'entourer cet élève. Il y a un au centre de la classe et vous demandez à tous les élèves de l'entourer. Vous prenez un mètre ruban. Vous dites, on va faire un cercle à peu près parfait. Et celui qui est à l'extérieur, il va mesurer chaque fois le contour du cercle. Il va noter au tableau le nombre d'élèves que nous avons dans le cercle et la longueur de mon cercle sur le tableau. Vous enlevez un élève, vous refaites l'activité. Vous enlevez un élève, on reforme le cercle se referme. Le cercle se referme. À la fin, vous n'avez plus besoin d'apprendre comment calculer le périmètre d'un cercle à votre classe. Parce que celui qui est kinesthésique, qui n'a pas compris par la formule, par ce mouvement kinesthésique, le cercle se réduit, mais chaque fois qu'on fait le rapport, il y a quelque chose qui est toujours constant. Il a compris comment on calcule le périmètre du cercle. Ils étaient en train de jouer. La classe a l'impression, c'est le fun, tout le monde est content. Il ne sait pas ce que ça va donner quand on va remesurer. Il est curieux de voir. Vous pêchez sa curiosité, mais à la fin, 1 heure de mathématiques sont finies, il ne s'est pas rendu compte. C'est un exemple. Mais nous devons connaître la dynamique de notre salle de classe. Nous devons beaucoup nous servir de l'enseignement par les pairs. Parfois, certaines notions ne sont pas comprises par nos élèves parce que ça vient de nous. Si nous nous servons de nos élèves dans la salle de classe qui veulent prendre le contrôle de la salle de classe parce qu'ils s'ennuient déjà, pour qu'ils enseignent ceux qui sont en retard, vous allez voir que la stratégie de l'enseignement par les pairs, ça vous permet de maîtriser votre salle de classe. Mais, je dis encore, Hervé, le bonjour le matin, le bonjour devant votre salle de classe, l'enseignant qui est assis sur sa chaise, les yeux rivés dans son ordinateur pendant que les élèves s'installent, il vient de montrer qu'il n'a aucun intérêt pour ses élèves. Il n'est même pas intéressé par leur arrivée. Alors, il ne pourra pas savoir ce qui va lui permettre de perdre le contrôle de la salle de classe. Je vais rebondir sur quelque chose que Marcel a dit. Celui qui casse, il ramasse. Ça a valu une ligne dans les pages bleues à un directeur d'école. Je l'ai su en faisant ma formation de direction d'école parce que j'ai les 2 qualifications. Je ne savais pas que demander aux enfants de ramasser ce qu'ils ont cassé, ça peut vous faire perdre votre licence. Jusqu'à ce qu'un directeur demande aux élèves d'essuyer le couloir qu'ils avaient mouillé après être allés dehors en hiver. Et cette femme, il a fallu 2 ans de procès pour qu'on lui dise qu'en fait, elle avait eu une bonne intention, mais il y a un concierge à l'école qui est chargé de ça. Donc, il faut comprendre la dynamique de l'école avec la complexité, la délicatesse de notre profession, parce que si c'est un verre qui est cassé et que l'élève veut ramasser, il se blesse, nous venons de mettre non seulement l'école, le conseil et nous-mêmes en danger. Donc ça, de ce côté, nous devons faire attention. Merci, Boris. Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose que Boris vient de dire rapidement, s'il te plaît? Boris, tu as parlé d'un élève qui est rentré de la récréation et qui a mouillé le couloir, n'est-ce pas? Oui. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec cet élève, avec ce dont moi je parle. Ça, c'est la responsabilité du concierge de nettoyer l'eau dans les couloirs que les élèves mouillent alors, parce qu'ils rentrent de l'extérieur. Ce directeur qui a demandé à un élève de nettoyer, effectivement, il a enfreint la loi parce que ce n'est pas à l'élève. Alors, ça veut dire que nos élèves passeront les journées à nettoyer après eux parce qu'ils sont allés dehors, d'accord? Non, ce n'est pas de ce dont je parle. Quand je parle de conséquences naturelles, tu craches par terre, tu nettoies, tu casses, tu ramasses. D'abord, première des choses, les enfants, il ne faut pas les mettre en danger. Aller ramasser un verre cassé avec les mains ne devrait jamais se faire. Il y a un balai, il y a une pelle dans la classe. Alors, l'élève devrait pouvoir le faire. Et maintenant, ce dont je parle encore, ce sont, comme j'ai bien insisté dessus, et tu l'as aussi dit tout à l'heure, quand tu gères ta classe, pour bien gérer ta classe, tu dois
tu dois impliquer les parents. Donc, les parents savaient exactement comment je fonctionnais dans ma classe. Ils savaient les règles qu'il y avait dans la classe. Ils savaient que c'était les conséquences naturelles. Je ne donne pas de devoir de plus ou de moins aux élèves parce qu'il y a eu un problème de comportement ne peut pas m'amener à te donner une punition qui n'a rien à voir avec le comportement que tu as eu. Parce que parfois, c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui cause beaucoup d'enseignants les enseignants en trouble. Dans des problèmes, parce que tu donnes une punition qui n'est du tout en lien avec ce que l'enfant a fait. Alors, rien du tout. Ça n'a pas de sens. Retenir l'enfant, hein, peut-être parce qu'il a manqué de respect à son ami, le retenir pour la récréation, il n'y a aucun lien. L'enfant ne va pas comprendre pourquoi il a été retenu. Par contre, si tu exiges de l'enfant qu'il s'excuse, qu'il présente des excuses à l'enfant à qui il a causé du tort, ou qu'il lui fasse un mot, et qu'il lui fasse… Bref, qu'il répare le tort, l'enfant comprendra. Okay. Et quand c'est établi en amont, parce que si une règle n'a pas été mise en classe, vous ne pouvez pas l'appliquer. Il ne faut pas oublier cela. Pour appliquer les règles, il faut qu'elles aient été établies. Il faut que le comportement attendu ait été enseigné à l'enfant. Par exemple, nous disons parfois à l'enfant, fais un petit effort. Ça veut dire quoi faire un effort? C'est vague. Si je te donnais un travail, je ne sais pas moi, de m'écrire peut-être un texte de 5 phrases, j'en sais rien. Si c'est un enfant qui a des besoins, je peux lui dire, écoute, fais-moi 2 phrases, fais-moi une phrase. Mais quand tu lui dis, fais un petit effort, ça ne veut rien dire faire un effort. Faire un effort pour moi peut être une chose et pour un autre enseignant être autre chose. Ben, on va revenir sur ça.